Alors, j'étais très contente d'écouter la présentation précédente. Donc, la mienne sera de nature absolument différente, puisque je ne vais pas vous donner de conseils, enfin, je ne crois pas. Et vous allez voir que je ne vais pas parler de LinkedIn, ce qui est peut-être curieux, mais je vais vous donner une représentation beaucoup plus large du fonctionnement du marché du travail. Alors, je vais commencer par des statistiques. Voilà. C'est une réponse à une question. Comment avez-vous trouvé votre emploi? Cette question est posée dans l'enquête emploi. Donc là, j'ai les chiffres de 2023. On pourrait peut-être avoir ceux de 2024, mais c'est une très forte inertie et les chiffres ne changent pas beaucoup. Donc ce sont des personnes qui ont une ancienneté de moins de 3 mois et à chaque trimestre, on leur demande comment ils ont trouvé l'emploi qu'ils occupent. Donc vous voyez là, vous avez les 4 trimestres de 2023 et comment les gens ont trouvé l'emploi qu'ils occupent. Et vous avez déjà lu, j'imagine, que en fait c'est le premier canal, la première méthode pour trouver du travail, c'est les relations familiales, personnelles ou professionnelles. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est une agrégation de différents types de relations qui ne fonctionnent pas de la même façon. Mais donc vous voyez, on en est à près de 28%. Juste derrière, vous avez tout ce qui est les offres d'emploi, les annonces, qui est quand même un quart. Et ça, sur le long terme, ça n'a pas toujours été le cas en France. Donc là, on peut y voir vraiment l'outillage par Internet du marché du travail français. 10 ans plus tôt, il y avait seulement 10% des gens, moins de 10% des gens qui disaient qu'ils avaient trouvé grâce à une offre d'emploi. Et donc là, on voit vraiment Internet. Là, dans les statistiques, c'est vraiment Internet que l'on voit, que ça soit les offres d'emploi, sachant que la plus grosse plateforme d'offres d'emploi sur Internet, c'est francetravail.fr, parce qu'elle en agrège beaucoup d'autres, que LinkedIn n'est pas compris totalement comme un lieu d'annonce, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du déclaratif. La question qu'on pose aux gens, c'est quel est le canal qui a permis de trouver votre emploi. Donc, c'est à eux de décider lequel a été le plus important, et ensuite, c'est eux aussi qui catégorisent. Donc, voilà. Le troisième et quatrième, vous voyez que c'est en fait des intermédiations, l'agence d'intérim ou cabinet de recrutement, qui compte beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'intérim et de cabinets de recrutement. Et à égalité avec, vous avez été contacté directement par l'employeur. Vous avez contacté, directement l'employeur. Excusez-moi, c'est la candidature spontanée qui diminue beaucoup en France. Il y a quelques années, c'était le premier canal. Ça l'est beaucoup moins. Alors, je pense que c'est dû au fait que il y a beaucoup moins de courrier postal et beaucoup moins de gens qui envoient d'annonces de candidature spontanée par courrier postal et par mail. On sait que c'est une catastrophe, mais ça demeure surtout pour tous les secteurs où en fait on va contacter directement en tapant à la porte, c'est-à-dire en allant sur un chantier, en allant dans une boutique, un magasin, etc., où les gens se déplacent vraiment. Et il faut savoir il y a tout un secteur qui fonctionne comme ça. Vous savez, c'est la fameuse, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Eh bien, c'est vrai dans la restauration, c'est vrai dans beaucoup d'endroits. Et donc, ça représente encore 14% des recrutements trimestre après trimestre. Voilà. Sinon, vous voyez que les autres niveaux sont beaucoup plus bas, entre autres Pôle emploi, ex-ANPE, qui est maintenant donc France Travail, parce qu'en fait, ça fonctionne surtout actuellement, l'intermédiation publique, c'est surtout par offre d'emploi. L'intermédiaire public actuellement, et l'APEC, qui n'est pas public, mais qui est les organismes publics, ou les missions locales, en fait, donc surtout l'APEC et France Travail, ont surtout investi les offres d'emploi et ont surtout investi dans des outils comme d'agrégation d'offres d'emploi. Donc les gens vont sur francetravail.fr, sur lapec.fr, beaucoup plus qu'ils ne sont. Donc ils voient moins l'intermédiation faite par l'organisme public, alors qu'ils organisent le marché du travail par une grande bourse d'offres d'emploi. Et dans les statistiques, donc je le répète, on voit vraiment l'efficacité de cette politique qui vaut ce qu'elle vaut.
Donc ça, c'était pour un peu recadrer un peu comment on trouve du travail en France, sachant que là, c'est pour tous les types de travaux, donc les qualifiés, les non qualifiés, etc. Sachant que, en fait, les entreprises qui ont des RH et qui vont recruter de manière plus, voilà, c'est qu'une partie du marché du travail. Beaucoup de recrutements sont faits par des gens qui ne sont pas des RH, sur des CDD qui sont beaucoup renouvelés. Donc, il y a beaucoup de recrutements qui sont du flux de gens pas forcément très qualifiés et qui sont faits par des opérationnels plutôt que par des recruteurs. Bien. Alors maintenant, je vais expliquer rapidement ce que j'entends par l'approche économique des recrutements. Alors, on l'a dit, j'ai entendu le mot des appariements. Donc, le marché du travail, on va considérer que c'est le lieu où se forment donc des appariements entre des personnes et des postes, donc des personnes à la recherche d'un emploi et des postes qui sont dans des organisations. Et pour l'économiste, la manière de voir ça, c'est qu'on imagine que voilà, ces acteurs sont en train de chercher quel est l'appariement, enfin d'anticiper l'appariement qui sera la meilleure qualité possible. Donc, a priori, on ne sait jamais ce que ça va donner. Et donc, on est dans une anticipation de qu'est-ce que ça va donner. Pour les recruteurs, pour qui ça reste toujours un pari de recruter, et pour les demandeurs d'emploi, alors ça va dépendre après ça si c'est un marché tendu ou pas, qui sont aussi dans l'expectative de est-ce que c'est l'entreprise où je dois aller, est-ce que c'est le poste qui me convient, etc. Et pour les économistes, la conséquence, c'est que le marché du travail, c'est un lieu où on acquiert de l'information. Donc la recherche des deux côtés, c'est l'acquisition d'informations. Et ça va être la grande hypothèse que vont utiliser les économistes. C'est, voilà, les gens sont prêts à payer pour avoir de l'information, donc il y a des coûts d'acquisition. Alors ces coûts d'acquisition, ça peut être aussi bien des coûts, surtout en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Pensez aux entreprises qui peuvent payer pour mettre des annonces, etc. Et du côté des recherches d'emploi, ça peut être de la mobilité, ça peut être un coût financier, mais c'est surtout du temps, de l'effort. Et pour les économistes, on va mettre tout ça dans la catégorie coût. Et en face, en fond, l'idée, c'est que plus c'est coûteux, plus on va obtenir d'informations. Et donc, il y a un arbitrage entre le coût qu'on est prêt à payer et l'information qu'on va obtenir en face. Et donc, il y a un arbitrage. Et cet arbitrage, il va beaucoup dépendre, en fait, des caractéristiques des personnes et des postes. Certaines entreprises vont avoir vraiment des coûts zéro quand ils recrutent, quitte à supporter un fort turnover. Ça va être vrai sur les chantiers, ça va être vrai dans un certain nombre de petites entreprises où, en fait, on va prendre les gens qui se présentent parce qu'ils vont faire de la candidature spontanée. On va peut-être les accepter rapidement parce qu'en fait, c'est des petites entreprises où dès qu'on voit que ça marche pas, de toute manière, il va y avoir démission. Je vous rappelle que c'est après la fin de CDD, la démission, c'est la première raison pour laquelle les emplois se terminent en France. Et donc, dans des petites structures, on est proche du patron. De toute manière, si l'appariement n'est pas de bonne qualité, la personne démissionne. Il y a énormément de démissions en France. Et donc, voilà, on paie pas très cher pour recruter, mais en même temps, on n'a pas une très bonne formation, mais c'est pas grave parce que l'appariement, il est facile à défaire. Voilà. En revanche, dans d'autres structures, au contraire, on veut recruter plutôt des seniors ou des gens très qualifiés. Et là, il faut pas se tromper. Donc, on va mettre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. On va peut-être pour l'entreprise prendre des chasseurs de tête, etc. On va faire des recherches qui sont longues parce que en face, on veut recruter quelqu'un qui doit rester, nous apporter ses compétences, etc. Et donc, on va avoir plus, le recrutement va avoir beaucoup plus d'enjeux. Donc, il n'existe pas une manière de recruter. Il en existe plusieurs, et c'est le choix beaucoup des entreprises, des organisations, jusqu'à quel point elles sont prêtes à investir, à faire des efforts importants dans leur recrutement pour avoir un appariement de très bonne qualité ou bien un appariement de qualité moyenne, voire un appariement qui sera ce qui sera, mais de toute manière, on peut très bien accepter le turnover. Et il y a un certain nombre d'organisations qui acceptent d'avoir un turnover élevé, d'autres qui le refusent. Et ça se revoit directement sur leur politique de recrutement. Donc voilà, maintenant je vais beaucoup travailler sur cette information et vous présenter 3 études, 3 manières de concevoir finalement ce que sont les méthodes. Donc les méthodes de recherche, c'est plutôt le terme qu'on utilise quand on se met du côté des candidats, ou les canaux de recrutement quand on se met du côté des entreprises, des organisations. Et ces méthodes et ces canaux n'apportent pas le même type d'information. Et on peut, en économie, c'est assez classique, faire des typologies de ces méthodes et canaux en fonction donc de cette information qu'on va caractériser soit en termes de quantité, soit en termes de format. Alors,
La première référence que je prends, c'est un repère qui a été coécrit par une sociologue, Emmanuelle Marchal, et une économiste, Géraldine Riocco, de 2010, le recrutement. Bon, c'est un petit peu ancien, mais c'est pas grave parce que, en fait, leur écriture, enfin leur manière de faire des typologies des méthodes de recrutement, enfin des canaux de recrutement ou des méthodes de recherche toujours valables. Alors je ne sais pas si vous lisez très bien, c'est une photocopie. Donc elle raisonne en termes de mise en relation. MER, ça veut dire mise en relation, donc la manière dont va se faire l'appariement, le rapprochement. Et donc sur l'axe vertical, sur lequel je ne veux pas forcément beaucoup insister, c'est les mises en relation directes et celles via un intermédiaire. Et en horizontal, c'est là où apparaît plus la question de l'information, la mise en relation de proximité et les mises en relation à distance. Alors, par exemple, si on regarde celle à distance directe, eh bien là, en fait, l'idée, c'est que la mise en relation à distance, ça veut dire que les gens ne se rencontrent pas, mais c'est par des moyens techniques, sociotechniques qu'ils se rencontrent. Ça peut être tout à fait par des lettres, des CV envoyés par Internet ou par la poste, ça n'a pas grande importance. Et donc, typiquement, c'est toutes les candidatures spontanées par envoi de CV. C'est à distance, les gens ne se rencontrent pas et il n'y a pas d'intermédiaire puisque la candidature arrive directement dans la boîte mail de la personne. Personne ne vient, aucun intermédiaire ne vient mettre en relation les deux. Un autre type de mise en relation directe, mais cette fois-ci de proximité, c'est de nouveau, il n'y a pas d'intermédiaire qui vient mettre les gens en contact, qui va les présenter l'un à l'autre, mais cette fois-ci, les gens se rencontrent. C'est-à-dire que l'organisation qui recrute et le candidat se rencontrent pour de bon. C'est donc de proximité. C'est donc l'idée qu'en fait, les informations vont circuler de proche en proche. Donc, c'est le réseau. Voilà. Et là, en fait, s'il n'y a pas d'intermédiaire, mais que c'est du réseau, ça veut dire qu'en fait, c'est un réseau sans point hante. C'est tout simplement les réembauches, le rappel d'ex-employés, ce qui est une grande manière de réembaucher en France, puisque je vous rappelle que la majorité des recrutements se font sous CDD, sous forme de CDD, et que beaucoup de CDD sont renouvelés. Et donc, ça, dans nos statistiques, ça rend compte comme une réembauche de rappel d'ex-employés, mais ça peut être pas forcément un CDD qui vient de se terminer, mais on reprend par exemple un CDD qui a terminé il y a 6 mois, ou typiquement les saisonniers aussi qu'on rappelle tous les ans. Donc c'est du rappel d'ex-employés. Et c'est aussi une grosse part des recrutements. Alors ça peut être aussi d'ex-stagiaires ou d'ex-apprentis. Et donc ça, c'est pour ceux qui rentrent sur le marché du travail. C'est connu comme étant, en fait, donc il n'y a pas d'intermédiation, mais c'est de proximité. Il n'y a pas eu d'outils socio-techniques entre les deux sur laquelle se fait la sélection. Les gens se connaissent déjà. Alors en dessous, quand il y a des intermédiaires, mise à distance, donc quand c'est à distance par les intermédiaires, c'est dès qu'apparaît cette fois-ci un site ou un acteur qui a mis en forme les mises en relation. Donc c'est là qu'on va trouver les agences publiques ou les agences privées, voire les autres institutions comme les écoles, les centres de formation, qui mettent en forme la manière dont l'offre et la demande vont se rencontrer, comment les candidats et les organisations vont se rencontrer. Donc ça, c'est, je vous dis par exemple, c'est là qu'on mettrait aujourd'hui francetravail.fr. Il y a un intermédiaire puisque c'est lui qui a mis en forme ce marché. C'est les catégories, ça s'appelle le code ROM pour ceux qui connaissent déjà France Travail. Tous les emplois et toutes les compétences, tous les métiers ont été codifiés dans un langage qui appartient qu'à France Travail et qui est un langage qui date des années, qui est renouvelé régulièrement, mais c'est un investissement important de la part de France Travail. Donc c'est un marché du travail qui a été mis en forme par des intermédiaires. Mais toujours à distance, c'est-à-dire que les gens ne se rencontrent pas, ils communiquent via des outils de l'écrit. Et en face, la mise en relation de proximité via un intermédiaire, c'est là qu'on va mettre tous les réseaux. Donc réseaux familiaux, personnels, les relations personnelles ou les relations professionnelles, qui sont deux types de réseaux très différents, où en fait là,
L'information circule de proche en proche, pas par des CV, pas par des écrits, mais par des gens qui vont parler de vous ou qui vont parler d'un poste. Donc ces gens communiquent de manière formelle ou informelle, hein, mais en fait, ça passe donc par des gens de proche en proche. C'est ça l'idée de la proximité. Mais ce sont bien des intermédiaires. Alors ce ne sont pas des intermédiaires professionnels comme le sont les agences, comme sont les institutions de formation, institutions et écoles qui peuvent avoir des départements dédiés à la mise en relation des étudiants et des entreprises. Non, là, les relations professionnelles ou les relations professionnelles, les intermédiaires sont très importants, mais ce ne sont pas des professionnels du recrutement. Ce ne sont pas des intermédiaires professionnels. Ça peut être des professionnels dans un métier, mais pas des intermédiaires professionnels. Mais ce sont des intermédiaires. Alors maintenant que j'ai fait cette typologie des canaux, comment on peut les lire? Alors il y a deux manières de les lire. Cette information donc qui circule, les économistes, alors je dirais c'est assez classique, vont en parler en termes de quantité. Ils vont dire, en effet, du niveau, en fait, quand vous êtes dans la mise en relation à distance, surtout via un intermédiaire, mais même par les candidatures spontanées, en fait, là, si vous êtes du côté d'une entreprise, vous pouvez augmenter votre information de manière extensive, c'est-à-dire vous pouvez avoir de l'information sur beaucoup de gens en même temps. Si vous allez donc en tant qu'entreprise, si vous mettez une annonce sur francetravail.fr ou sur un autre site, sur l'APEC, vous allez recevoir plein de candidatures en réponse. Donc vous allez avoir de l'information sur les gens qui sont sur le marché du travail et qui pensent correspondre à votre poste. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations en quantité. Si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous allez sur francetravail.fr ou l'APEC, eh bien là, vous allez avoir plein d'offres possibles. Vous allez mettre des critères pour filtrer, mais vous allez avoir des informations sur tout plein d'organisations qui existent. Donc, vous augmentez votre information de manière extensive. Vous avez plus d'informations sur plus, soit de candidats, soit d'organisations qui recrutent. Alors que la mise en relation de proximité, c'est quand vous passez par de proche en proche, par les réseaux. Oui ? Non, de proche en proche, par les réseaux. Et là, vous pouvez pas aller très loin. Les réseaux sont pas infinis. Quand on regarde la longueur d'un réseau qui permet d'aller à un emploi, il n'y a pas beaucoup de points, beaucoup de nœuds, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, quand vous passez par vos réseaux, vous allez tout de suite avoir un pool de candidats ou un pool de postes beaucoup plus restreint. Donc, vous allez avoir en termes extensifs, vous allez avoir une information beaucoup plus pauvre, mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur chacun. Et donc là, c'est Albert Ries, nous parle d'augmenter l'information, mais de manière intensive. Je sais plus de choses sur chacun des candidats. Alors, en tant qu'entreprise, par exemple, j'ai beaucoup moins de candidats si je me reporte à mon réseau, mais j'en sais beaucoup plus sur cette personne. Et que nous disent les économistes qui raisonnent ainsi, là, de nouveau, on a un arbitrage. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'avoir beaucoup de candidats ou au contraire en avoir peu, mais sur lesquels je sais beaucoup de choses. Eh bien, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des difficultés de recrutement, ça dépend aussi du poste. Et donc ça, c'est la manière un peu classique, je dirais, des économistes de parler en termes de quantité, en fait, avec cet arbitrage. Est-ce que je veux en savoir beaucoup, ou est-ce sur beaucoup de gens, ou beaucoup sur peu de monde? Alors là, il faut savoir que, alors de nouveau, sur des manières représentative en France, il y a énormément de recrutements où il y avait un seul candidat et où l'entreprise est très contente d'en avoir eu qu'un seul. Parce que souvent, c'est pas des recruteurs professionnels, c'est pas des RH, ce sont des opérationnels. Et quand ils ont quelqu'un qui se présente, présenté par le réseau, qui leur dit, celui-là, il a travaillé chez moi, il est très bien. Si c'est par exemple quelqu'un dans la même profession, un hôtelier qui parle à un autre hôtelier en lui disant ou un restaurateur qui parle à un autre restaurateur en lui disant celui-là il a déjà fait des extras chez moi, il est très bien, pouf, c'est parfait, le recrutement il est fait avec l'information qu'il faut, elle est pas très longue, mais voilà, c'est la recommandation qui suffit. Eh bien, vous en savez plus sur une personne, mais vous avez beaucoup moins de choix. En revanche, si vous avez des difficultés de recrutement et que votre réseau, il vous rend plus personne, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus personne, là, il faut passer à l'extensif, mais vous n'avez pas la même info. Vous connaissez beaucoup plus de monde, mais vous avez moins d'infos sur lui. Alors, une autre manière de concevoir cette différence entre à distance et de proximité, c'est celle donc de Marshall et Ryoko.
qui vont beaucoup plus insister sur le format de l'information. Alors, ok, les réseaux, ça vous donne pas l'information sur beaucoup de gens, mais surtout, ça vous donne pas du tout la même info. C'est l'exemple que je viens de vous donner. En fait, ce sont des récits qui passent par les réseaux. Alors, je parle bien des réseaux personnels et professionnels qui ne sont pas les réseaux numériques, parce que les réseaux numériques, on est beaucoup plus dans de la formation en fait qui est à distance. C'est pas du vrai réseau au sens de gens que vous connaissez et qui vont parler de vous. Donc, on est plus dans les réseaux sur le fait que les gens vont communiquer des récits et non pas des écrits ou des catégories. Alors que quand on est à distance, comme ça passe par des courriers, ça passe beaucoup maintenant par des plateformes et où il y a donc des catégories où qu'il faut renseigner. Donc où là, ça va être des écrits très standardisé. Si vous regardez les annonces, si vous mettez à la place d'un recruteur qui remplit une annonce sur francetravail.fr ou sur une autre annonce, on va lui demander, il va y avoir des menus déroulants, on lui demande quel emploi, quelle région, quelle expérience demander, on va même pouvoir lui demander en combien d'années ou combien de mois, et en fait, il va renseigner des choses comme ça, alors que peut-être le nombre d'années n'est pas si important que ça. Mais du coup, quand vous lisez l'annonce, il est marqué qu'il faut avoir déjà 1 ou 3 ans d'expérience. Alors que si on n'avait pas eu ce menu déroulant et que si on était passé par les réseaux, peut-être que la même entreprise aurait été dit, bon, je peux prendre s'il est bien recommandé, je peux prendre quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience. Donc, la communication à distance par l'écrit, standardise les choses et surtout les fige. C'est-à-dire au moment où la personne, le candidat lit l'annonce, ça semble figé. Tandis que dans les réseaux, comme ce sont des récits, et des récits où les gens négocient, discutent, etc., c'est pas ça qui va venir en premier. On va dire beaucoup d'autres choses sur des expériences, etc., qui va faire que tout ce qui est très standard en nombre d'années, en niveau de diplôme, etc., va pas avoir la même importance. Donc, ça, c'est une première manière, enfin 2 premières manières de discuter en économie l'importance de l'information. Et le format de l'information va expliquer comment en fait une même personne va très bien se valoriser dans un certain type de recrutement et sera beaucoup moins bien valorisée dans l'autre. Donc typiquement, le nombre d'années d'expérience. Ou alors des CV, alors ça vous concerne pas, mais on sait très bien que les seniors, les gens qui se retrouvent en emploi après 20 ans, 25 ans dans la même boîte, qui se retrouvent sur le marché du travail, ils ont des CV qui sont totalement illisibles pour les recruteurs, surtout que les recruteurs sont souvent des jeunes. Leur école qu'ils ont faite il y a 20 ou 35 ans, elle n'existe plus. Donc, ça ne rentre pas dans les catégories qu'est capable de lire le recruteur ou l'annonce, comprend pas l'école. 20 ans dans la même boîte, mais finalement, il a fait quoi, il est comment, etc. Et c'est pas très lisible, ça passe mal par les catégorisations des annonces. Et finalement, les seniors, on le sait, sur les annonces, ils passent très mal. Par les mises à distance, ils passent très mal, même par les candidatures spontanées, d'où les problèmes d'ailleurs d'intégration des seniors sur le marché du travail. Et ce qui leur réussit, ce sont les relations professionnelles. C'est-à-dire des gens ils peuvent raconter tout ce qu'ils ont fait, et les gens qui le connaissent peuvent raconter à d'autres, etc. Et par les récits, leur CV qui est difficile à lire, difficile à rentrer dans les standards d'une annonce, va passer par les réseaux. Alors si je prends au contraire les peu expérimentés, même chose. Si vous n'avez pas de première expérience, si vous n'avez pas... De nouveau, sur les annonces, ça passe mal parce que ça semble figé sur certaines catégories qu'on n'a pas. Et donc, on s'auto-sélectionne, on répond pas, ou alors pire, on répond et on est mis de côté parce qu'en fait, vous êtes peut-être un peu équationniste, mais vous n'êtes pas dedans. Alors que de nouveau, si vous passez par les relations, alors personnelles ou relationnelles, on parlera, personnelles ou professionnelles, on en parlera après. Eh bien, on peut aussi de nouveau vous raconter et donc passer outre toutes ces catégorisations. Et ça peut aider également à rentrer. Donc, les relations professionnelles, quand on n'a pas d'expérience, ça peut être le stage, l'apprentissage, etc., qui fait que, alors qu'un stage dans les annonces, ça marche pas bien, il y a jamais on est prêt à prendre quelqu'un qui sort d'un stage. Vous trouvez ça dans une annonce. Eh ben, ça peut marcher dans les relations professionnelles, même si on n'est pas recruté directement par l'entreprise qui accueille du stage. Voilà, dans les relations professionnelles, on peut raconter des expériences, on peut dire des choses. Alors que pour les candidats qui sont plutôt qualifiés, qui ont déjà 1 ou 2 postes
qui ont fait une école, 3 ans de première expérience, 5 ans d'une deuxième expérience, ça, c'est tout à fait la catégorie que comprend bien les annonces, que comprend bien LinkedIn, etc. Parce que là, l'école existe encore, on voit un peu l'entreprise, etc. Et ça rentre bien dans les catégories. Donc, le marché de placement, comme elle l'indique là, qui est à mise à distance via des institutions, via des annonces. Mise en forme, LinkedIn, de nouveau, c'est une manière de mettre en forme ce marché à distance. Eh bien, ça fonctionne, on le sait très bien, sur les gens qui ne sont pas au tout début de leur carrière, mais qui sont pas trop avancés dans leur carrière. Voilà. Ça, c'est une première manière de faire. Vous m'arrêtez quand je déborde parce que je suis très bavarde. Bon, on a encore un peu de temps, C'est allez-y. pour aller un petit peu plus, c'est pour aller un petit peu plus loin sur les formats de l'information. Donc c'est un autre ouvrage, alors, qui est encore plus ancien, mais qui fonctionne toujours, d'Aymar Duvernay et Marshall. Donc de nouveau un économiste et une sociologue, façon de recruter, qui nous explique qu'en fait, en fonction du format de l'information, les recruteurs n'évaluent pas la même chose ou donnent de la valeur pas forcément à la même chose. Alors par rapport à ce que je viens de dire, à proximité, distance, il faut revoir, c'est un peu l'axe négocier, planifier. Donc planifier, c'est quand vous savez à l'avance, alors il faut se mettre à la place du recruteur. Vous savez à l'avance ce que vous voulez demander et c'est planifier. Donc ça renvoie aux standards qui passent par l'écriture, par les annonces, les fiches de poste, etc. et qu'on envoie sur le marché du travail et aux gens de s'auto-sélectionner par rapport à ça. À l'approche négociée, où là, en fait, quand vous rencontrez la candidature, en fait, vous êtes prêt à négocier sur vos critères et donc ça va beaucoup plus passer par des récits où les gens en fait discutent, voient, etc. et non pas et pas avec des standards mis en avant quand on rencontre quelqu'un. Mais voilà, je cherche plutôt ça, donc ça serait quelqu'un qui serait capable de faire ça. Donc, je sais pas, moi, il a peut-être un bac+2. Alors c'est obsolète, mais il faut réfléchir que dans les entreprises, les gens n'ont pas encore passé forcément au LMD, qui a un BTS, etc. Oui, pour avoir fait quelque chose, mais bon, ça, voilà. Donc, il négocie. Tandis que le planifié, il y a tac, 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 avec fiche de poste et on la retrouve dans l'annonce. Et là, ce qu'on ajoute, c'est en fait les critères le recruteur auquel est intéressé qui intéresse le recruteur, ces critères sont soit ancrés dans des collectifs, soit renvoient vraiment à la personne. Donc, si je commence par le réseau, puisque c'est une journée sur le réseau, eh bien, typiquement, on passe par le réseau quand, en fait, de nouveau, c'est négocié. Donc, c'est de proximité de tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens se rencontrent, c'est des récits qui passent. Mais, très important, c'est le collectif. Le réseau est un collectif. Et donc, le fait que vous apparteniez à ce réseau, ça vous donne cette compétence-là, cette qualité-là, c'est que vous appartenez à ce collectif. Et donc, en tant que recruteur, si j'ai une bonne opinion de ce collectif, ça rejaillit sur vous. En revanche, si j'ai une mauvaise opinion de ce collectif, ça rejaillit négativement sur vous. Je peux vous donner l'exemple d'une chaîne de restauration qui ne voulait pas recruter par le réseau, pour la simple et bonne raison qu'elle ne voulait pas que les gens qui étaient en poste, alors par le réseau autour de, donc c'est une chaîne de restauration, c'est très localisé, et donc si on recrute par le réseau de manière locale, il y avait un risque qu'elle avait observé, c'est que les gens qui étaient en train de servir les clients connaissaient les clients parce qu'ils venaient du même lieu, donc sur le lieu. Et en fait, il pouvait y avoir des problèmes de repas, enfin c'était service de repas non payés à des clients parce que les employés connaissaient les clients. Ou voilà, ou d'autres choses comme ça. Donc il peut y avoir des entreprises qui décident de ne pas utiliser le réseau parce qu'elle a une mauvaise opinion de ce collectif qu'est le réseau. Donc voilà comment caractériser le réseau. C'est un collectif et donc si je vais recruter dans ce réseau, c'est que j'ai idée que votre qualité est la même que celle du réseau dans son ensemble. Alors, si vous voulez, en face, ce que vous avez, c'est le planifié collectif. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous appartenez à un collectif, mais cette fois-ci en termes planifiés. Donc, c'est typiquement le diplôme ou l'école. C'est-à-dire que vous sortez de telle école. Alors, il y a des recruteurs peuvent avoir des hiérarchies d'école par leur expérience, il y a même des entreprises comme PSA, etc., qui font démarrer les salaires en fonction des écoles. Bon, ça c'est plutôt les ingénieurs des grandes écoles, mais donc voilà, les recruteurs peuvent avoir des hiérarchies sur des écoles ou sur des niveaux. Et même chose, si dans votre CV, donc là on est dans le planifié, vous dites que vous sortez de telle école, eh bien tout de suite rejaillit sur vous la qualité de cette institution.
Donc là, c'est le collectif planifié, c'est la logique de l'institution. Si en fait, ce qu'on va chercher, c'est votre diplôme, ou si vous avez une carrière plus importante, quel a été le poste que vous avez eu, le statut, etc. Donc ça, c'est un peu la logique de ce qu'on appelle les vieux marchés internes, mais il y a des restes en France de marchés internes où en fait, très important, vous avez des entreprises qui sont toujours liés par leur convention collective, tel diplôme ne peut pas descendre en dessous de tel salaire, par exemple. Et où on va, par exemple, ne pas recruter de master, parce que dans leur entreprise, étant donné la convention collective, on vous paierait plus cher que le poste. Et donc, ils ne cherchent qu'une personne ayant une licence. Ça existe dans un certain nombre d'entreprises. Les banques aussi peuvent être embêtées. Donc, il y a vraiment une différence entre les gens qui ont un master et ceux qui ne l'ont pas. Dans leur vieille catégorie, c'est la maîtrise, mais qu'importe. Donc voilà, et ça, c'est bien la logique de l'institution. De l'autre côté, quand c'est individualisé, eh bien il y a la logique du marché avec la mise en concurrence quand c'est planifié. Donc là, c'est vraiment la logique, par exemple, des annonces où on va donc mettre les gens en concurrence, puis après on va faire des tests à distance, de nouveau, soit sur c'est-à-dire que quand vous candidatez par l'annonce par une plateforme, vous avez un test déjà que vous allez faire à distance. Vous répondez à un test voilà, de différents types de tests psychotechniques. Et donc, on met les gens en concurrence sur des compétences qu'on considère totalement individualisées, que ce soit l'orthographe, la psychologie ou tout ce que vous voulez. Et puis en dessous, négocier, individualiser, là c'est typiquement ce qui se passe dans les entretiens, les face-à-face, où là, ce qui se passe dans un entretien, on regarde une personne, on parle avec elle, on regarde comment elle se défend, comment elle se vend, comment ceci, comment cela. Et donc là, on est vraiment dans la logique de l'interaction. Donc ces 4 manières de recruter, c'est le titre de l'ouvrage. À chaque fois, ce qu'il s'agit de mettre en avant, c'est que à chaque fois, on cherche de l'information. À chaque fois, vous avez derrière des critères. Et selon l'information les critères, c'est pas la même information, elle circule pas de la même façon, pardon, et elle ne renseigne pas sur les mêmes choses. Et donc, à chaque fois, c'est pas les mêmes personnes qui vont être valorisées. C'est pas le même profil. Alors, ça serait caricatural de dire qu'un recrutement se trouve seulement dans une des 4 cases. Les recruteurs, selon le moment du recrutement, selon ce qu'ils font, ils vont plutôt être dans cette logique, plutôt dans celle-là, etc. Mais de nouveau, il est important de voir que selon les personnes, eh bien, on va mieux se valoriser d'une façon qu'une autre. Et par exemple, les entreprises qui décident de faire des recrutements en mettant, alors ça s'appelle porte ouverte, etc., qui vont commencer par une interaction. Vous aviez les banques, à une époque, avaient fait ça dans leurs agences, elles avaient ouvert grandes leurs agences, et il n'y avait pas à candidater a priori, vous vous présentiez et vous rencontriez des recruteurs, et tout commençait par l'interaction. Le face-à-face, l'entretien d'embauche, le rôle du feeling, avant toute espèce de CV, d'envoi de CV, etc. Eh bien, ils ont fait ça. Alors, pour leur RSE, parce que c'était recruté différemment, etc. Ils se vantaient en disant, comme ça, on peut rencontrer des gens qui ont fait STAPS, ou qui ont fait littérature et qui ne le savent pas, mais peuvent être de très bons commerciaux pour la banque. Et après ça, ils les réintégraient dans leur processus normal de recrutement. Mais le simple fait d'avoir mis l'interaction, donc l'entretien de recrutement avant quelque chose qui serait plus institutionnel ou de l'ordre du marché, leur permettait de recruter quelques personnes qui étaient différentes. Le recrutement, autrement, des gens qu'ils auraient éliminés dès la sélection sur CV. Voilà, donc de nouveau, ça c'est une approche donc en termes d'information. L'information est différente, ce n'est pas les mêmes qu'on valorise. Donc en tant que candidat, vous avez peut-être pas la main là-dessus, sauf à savoir finalement où est-ce que je suis bon et où est-ce que je ne suis pas bon, où est-ce que je peux me valoriser. Mais du point de vue du recruteur, quand ils réfléchissent à leur manière de recruter, eh bien, c'est à eux de comprendre qu'en fait, en fonction de ce qu'ils vont mettre en premier, sur lequel ils vont insister, eh bien, ils ne vont pas recruter les mêmes personnes. Et typiquement, de nouveau, soit parce qu'ils veulent avoir des politiques de diversification volontaristes, ou soit parce qu'ils ont des difficultés de recrutement, ce genre de travaux permet d'expliquer aux entreprises qu'il faut peut-être changer leur manière de recruter et qu'est-ce qu'ils valorisent en premier ou l'ordre dans, parce qu'en fait, ils vont peut-être trouver des pools de candidats qu'ils ignorent par leur méthode actuelle. Et c'est là-dessus où je finis. Je ne regarde pas du tout le temps, donc vous m'arrêtez.
C'est la dernier travail que je vous propose qui est toujours dans le même ordre d'idées. Donc cette fois-ci, c'est moi et Géraldine Rioco. Quand les entreprises font leur marché, canaux de sélection et les marchés du travail. Alors le jeu de mots, quand les entreprises font leur marché, il faut le prendre vraiment dans les deux sens. En fait, on est allé travailler. Là, c'est un travail auprès de recruteurs dans 4 grands secteurs qui recrutaient. Où en fait, elles allaient chercher des candidats. Où est-ce qu'elles vont trouver des candidats? Et en même temps, on disait, quand elles mobilisent tel ou tel canal, en fait, elles enclenchent un type de marché du travail dans son fonctionnement. Une entreprise qui mobilise ses réseaux ou qui met une petite annonce, ou bien qui fait les deux, eh bien, c'est pas le même marché du travail qu'elle actionne. C'est pas la même manière de fonctionner. Donc, ça va pas être la même information qui va venir, c'est pas les mêmes profils. Et le même profil qui arriverait par un canal ou par un autre, dans un coup, on le sélectionne, dans l'autre, on rejette sa candidature. Donc, quand je dis on sélectionne, on le prend en entretien. Donc, d'ailleurs, je pense que vous connaissez tous. Moi, je connais des gens. Enfin, vous savez, je connais des gens des personnes qui, en même temps, ont répondu à une annonce et qui n'ont rien eu et qui, après ça, ont donné leur CV en main propre à une personne de l'entreprise. Et là, ça a marché. Alors que c'est le même CV. Et c'est pas la même personne qui l'a lu, et surtout le fait que la personne se déplace et soit capable, en fait, elle connaît quelqu'un dans l'entreprise, elle va donner son CV, elle a donné son CV, pas à un RH, mais à un opérationnel de l'entreprise. C'est pas la même personne qui valorise, mais surtout, ça prouve qu'elle connaît cet opérationnel et qu'elle a pu lui donner son CV. Et voilà. Et c'est la même personne, mais pas par le même. Et c'est pas dire que c'est du piston. Ça, c'est le niveau 0 de l'analyse en sciences sociales. C'est pas la même personne, et c'est pas la même information qui circule. Quelqu'un qui est, non. D'un côté, c'est le quantitatif. Cette personne a su répondre à une annonce parmi 300 autres personnes. Dans l'autre, elle connaît quelqu'un, elle est capable, elle a une proximité avec l'entreprise puisqu'elle connaît déjà quelqu'un et elle lui donne son CV qui est en fait plus du tout le même objet. Dans l'un, le CV a servi pour sélectionner les gens et donc les trier, si vous me permettez, ceux qui vont être pris en entretien et les autres. Tandis que quand vous donnez votre CV en main propre à un opérationnel, ça devient une carte de visite. C'est plus un tri. Voilà, donc le même objet, selon qu'on passe par le réseau qui du coup devient de proximité, ou que l'on passe par les numériques, le même objet, le même CV n'aura pas le même effet, mais parce qu'il ne sera pas traité de la même manière. Donc voilà, nos 4 figures de marché. Sur l'axe vertical, vous avez, cette fois-ci, résumé en un format standardisé de l'information ou format personnalisé de l'information. C'est encore une manière différente de dire planifier en haut, négocier en bas, ou encore à distance en haut, de proximité en bas. Donc les récits en bas, les critères standardisés dans des catégories en haut. Et ce qu'on a ajouté en horizontal, c'est vraiment une approche parce que nous sommes toutes les deux économistes, on a ajouté quelque chose, marché ouvert, marché fermé, qui n'est pas la même chose que caché ou pas caché. C'est l'idée que pour être, en tant que candidat, pour être sur ce marché, soit c'est ouvert, il n'y a pas de qualification demandée, pas d'expérience demandée, soit il est fermé, c'est-à-dire qu'il est fermé par des catégories toutes simples, il faut avoir le diplôme adéquat, l'outil adéquat, etc. Tout le monde ne peut pas s'improviser informaticien, tout le monde ne peut pas s'improviser banquier d'affaires, etc. Ce sont des marchés fermés. Le marché ouvert, c'est quand en fait, là vous allez chercher peut-être des gens qui n'ont pas, c'est pas fermé par un diplôme, c'est pas fermé, ou alors s'il faut une compétence, on peut former. Voilà. Alors, du coup, on retrouve 4 marchés, 4 figures de marché. Alors, je vais commencer par celle qui est en haut à droite. Donc, standardisé, marché fermé. Et là, de nouveau, on retrouve les marchés qui étaient le marché du placement, les sites internet de l'entreprise ou les CV Tech, les job boards. Alors, ce qui est écrit en dessous, c'est parce que c'était fait donc sur 4. C'est le résultat de monographies. Donc, c'est les manières de recruter. Les SS2I, c'est en fait les sociétés de services en informatique. Les BDD, c'est la banque de détail. La BFI, banque de finances. GD, grande distribution. HCR, c'est hôtellerie, café, restauration. Et donc, là, vous voyez, c'est le monde, c'est les marchés mis en forme, où en fait offres et demandes peuvent se rencontrer via des plateformes
qui ont été mises en forme par des intermédiaires, par des outils, etc. Et où donc là, c'est vraiment des marchés qui sont fermés, ne serait-ce que par toutes les catégories. C'est-à-dire, il faut avoir le diplôme, il faut avoir l'expérience, etc., etc. Et voilà. Donc ça, c'est un endroit qui peut être assez excluant pour les gens qui n'ont pas le diplôme, l'expérience, c'est ce qui joue en premier, pour arriver à avoir le droit à un entretien. Et là, on est d'accord, hein, on est au moment toujours de la rencontre. Si je prends en dessous, c'est les marchés fermés, tout pareil, mais cette fois-ci, c'est du réseau. C'est le format personnalisé de l'information. Ce sont des récits qui comptent. On a mis les chasseurs de tête là parce que même s'il y a une fiche de poste, en fait, quand on a affaire à un chasseur de tête, souvent les entreprises disent en fait, voilà qui on voudrait et typiquement, on aimerait bien. Il y a les gens qui travaillent bien chez nous. Alors ça peut être la Société Générale qui dit en fait là, ceux qui sont dans tel secteur du crédit agricole, là dans leur filière finance, ils travaillent un peu comme nous, ils ont la même expérience, etc. Et c'est des gens comme ça qu'on voudrait. Et donc ça s'appelle débaucher, mais débaucher, ça s'appelle faire du réseau. Donc c'est des récits. Il n'y a pas une annonce publique avec des critères, etc. Alors même s'il peut y avoir des critères, mais c'est plus dans la logique de la négociation, du récit, etc. Les réseaux professionnels organisés, c'est aussi, alors là, ça marche beaucoup dans l'hôtellerie, à café-restauration, où en fait, les organisations, les patrons sont en concurrence, mais ils sont aussi, en tant qu'employeurs, ils peuvent être également à utiliser un peu les mêmes types de personnes. Et ils peuvent donc se recommander les uns les autres, ou ça peut être les salariés qui se recommandent les uns les autres. Et donc par eux va passer ce qu'ils recherchent. Et ils ont en commun le même langage professionnel, donc ils se comprennent rapidement, beaucoup mieux qu'en passant par des CV ou par des annonces sur Internet. Parce que les annonces sur Internet, c'est un langage qui est très standardisé. Et dans certaines professions, les compétences, le langage professionnel n'est pas celui standardisé qui doit être le même pour tous du cadran au-dessus. Et donc, ils vont se comprendre très vite par un langage. Ils vont mieux se comprendre rapidement par les récits. La cooptation, on a eu des cas de cooptation, c'est un peu la même logique. Donc, ça se voit beaucoup dans les sociétés de conseil en informatique où, en fait, à part quelques très grosses, il y en a beaucoup de très petites qui, en fait, quand elles cherchent à attirer des candidats, elles n'ont pas grand-chose de plus que la voisine, contrairement aux très grosses. Et donc, leur méthode, c'est de demander à leurs salariés, dont elles sont satisfaites, d'aller parler à leurs camarades de promotion. Et ils ont institutionnalisé ça en disant, voilà, vous serez rémunéré si on recrute la personne. Ou même, on peut dire, si on la recrute et qu'au bout d'un an, elle est toujours là. Et donc, on va demander aux salariés d'aller recruter, donc ça s'appelle de la cooptation, parce qu'ils ont vraiment le langage et ils sont capables de dire, moi, je suis là, je travaille bien, tu peux venir, etc. D'ailleurs, il n'y a que les salariés qui seront contents qui feront ça. Parce que s'ils sont pas contents et qu'ils attirent quelqu'un dans une entreprise qu'ils considèrent pas bien, le recrutement va pas marcher et il y aura pas d'argent. Donc c'est une manière d'être sûr que voilà, on va recruter des gens qui nous ressemblent et ils vont être capables d'être nos ambassadeurs. Toujours cette idée qu'en fait ils ont un langage commun, alors là propre à l'informatique, mais pas que, sur les à côté que propose l'entreprise et qui c'est pas forcément si facile que ça à vendre sur un marché parce qu'elles sont quand même toutes ces petites sociétés en concurrence les unes avec les autres. Et on a rajouté là-dedans quelque chose que vous ne voyez pas. Bon, si, mais il y a les relations professionnelles de la BFI qui est là. Alors là, c'est vraiment on a vu là, c'est le petit monde des banquiers. C'est vraiment des banquiers qui ont des carrières très importantes. Alors là aussi, ils se recrutent entre eux totalement. Ça passe jamais par une annonce. Et ça passe pas par des standards, ça passe vraiment par la réputation. Ce qu'on pourrait rajouter là, qui y a pas là, je me rends compte, c'est dans d'autres études, on pourrait mettre ici aussi le rappel d'anciens salariés. Parce que ça fonctionne de la même façon. C'est pas du tout, ça peut ne pas être, parce que là, c'est quand même des marchés plutôt qualifiés, peut-être moins en hôtellerie, quoique pour tous les métiers de bouche, c'est des qualifications qui sont assez tendues. Mais les rappels d'employés fonctionnent de la même façon. C'est des marchés fermés ou avec du récit et pas avec du standard. Et donc, si je passe de l'autre côté, si j'ai encore le temps, donc là, on passe sur des marchés qui sont ouverts, où l'entreprise a plus en difficulté de recrutement et ne sait pas forcément très bien qui est la population qu'elle cherche. Autant côté droit, mon graphique, le marché est fermé par des qualifications. On sait
On sait qui on cherche, quelle qualification, etc. De l'autre côté, en fait, on cherche des gens qui vont rester, qui vont faire le boulot, des gens qui manquent peut-être, on ne sait pas où ils sont. Il y a beaucoup d'entreprises en pénurie. Et alors, soit on reste dans la partie format personnalisé, et là, c'est là qu'on trouve les réseaux de proximité, la famille, où là, donc, on recrute, mais c'est pas le réseau professionnel. Là, on va recruter, est-ce que tu connais quelqu'un, etc. Donc, c'est des réseaux plus pauvres. Alors, on pourrait dire, les réseaux de proximité, c'est peut-être les liens forts de Granovetter, les relations professionnelles, c'est des liens faibles. Et donc, on pourrait retrouver ce que vous avez peut-être entendu déjà plusieurs fois dans la matinée, c'est que les relations fortes sont plus faibles. En effet, les réseaux de proximité, la famille, quand l'hôtellerie l'utilise, ça donne des appartements de moins bonne qualité parce qu'ils recrutent. C'est les hôtelleries et restaurations qui sont qui arrivent pas à recruter des professionnels et qui utilisent les réseaux familiaux, mais c'est pas pour autant, ça peut donner de mauvais appareillements parce que c'est pas pour la bonne raison qu'ils les ont recrutés. C'est pas parce qu'ils sont des professionnels, mais c'est parce qu'ils étaient proches d'eux. Alors des fois ça marche. Alors souvent ça fait des gens qui sont très stables, mais c'est pas forcément les meilleurs appareillements. Donc vous avez des entreprises qui en reviennent, qui n'apprécient pas tant que ça. Typiquement la banque de détail pendant des années à recruter en stage, en premier emploi, les enfants de ses salariés. Depuis, je sais pas moi, 15 ans, elle a arrêté. Elle ne veut plus de ça. La banque a été un temps là-dedans, elle n'y est plus du tout. En revanche, c'est là que j'ai mis l'opération spéciale porte ouverte des banques de détail dont je vous ai déjà parlé. Et on pourrait rajouter, en une certaine manière, les candidatures spontanées déposées en magasin, où les gens donc se déplacent. Et c'est comme ce que je vous ai dit. Alors là, c'est en magasin. La personne se déplace et apporte son CV en main propre au gérant du magasin, ou au propriétaire du magasin. Et par là, il montre deux choses. Enfin, il montre surtout qu'il est proche du magasin et donc qu'il est capable de venir dans le magasin. Parce que les magasins, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles mettent souvent des affichettes. Leur véritable problème, c'est que les gens ne peuvent pas venir. Enfin, c'est des problèmes de mobilité. Un magasin peut ouvrir tôt le matin, fermer tard le soir. Il n'y a pas forcément de transport commun. Donc, son problème souvent avec la main-d'œuvre, c'est qu'elle ne peut pas arriver. Donc, si un candidat peut arriver dans le magasin pour déposer son CV, déjà, il montre qu'il est capable de venir. D'ailleurs, on nous a souvent fait le discours comme quoi quelqu'un qui vient déposer son CV à 17h, tandis que celui qui amène son CV à 7h ou 8h du matin quand on ouvre le magasin, ou qu'on est en train d'ouvrir, enfin pas d'ouvrir la clientèle, mais de recevoir, alors là, il a fait preuve d'une compétence très spécifique, il est capable d'arriver sur le magasin très tôt le matin. Donc s'il est capable de le faire, ça sera pas un frein à son recrutement. Tandis que si vous l'apportez à 17h, tout le monde est capable d'arriver à 17h sur son lieu de travail. Il vaut mieux montrer qu'on est capable d'arriver très tôt. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est de nouveau, c'est cette format personnalisé de l'information. Alors, tout ce cadran-là a été longtemps utilisé et continue d'être utilisé. Mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, c'était le cas de la BDE, mais c'est aussi le cas dans la grande distribution, il y a toujours un soupçon du niveau du siège, c'est que sur le terrain, cette manière de faire a un gros risque qui s'appelle le risque de discrimination. C'est-à-dire que dans le format personnalisé, il peut y avoir aussi des informations qui passent, qui sont pas les bonnes, qui sont des critères interdits par la loi et qui sont interdits dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que souvent les entreprises préfèrent passer dans le format standardisé pour essayer à distance de mettre de côté le problème de la discrimination. On pourrait dire aussi que quelquefois c'est un prétexte parce que les gérants ne sont pas forcément ceux qui discriminent le plus. Mais il faut savoir que c'est souvent un reproche que font les RH à ce type de réseau, c'est le risque de discrimination. Et je termine par le dernier, qui est à mon avis assez intéressant. C'est le marché ouvert, mais où on retrouve le format standardisé parce que là, on va retrouver toutes les institutions dont j'ai parlé plus tôt. Dans le premier graphique, donc les intermédiaires du placement qui sont des professionnels, alors que dans le réseau, ce sont des intermédiaires mais pas professionnels, et donc qui arrivent avec leur manière, leur langage. Et leur langage, c'est un format standardisé. C'est le ROM de France Travail, c'est les catégories d'ancienneté, etc. Les CFA, les écoles professionnelles dans l'hôtellerie ont aussi leur manière de s'exprimer, de catégoriser les diplômes, etc. MRS, c'est la méthode de recrutement par simulation de France Travail. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une manière de recruter sans CV qu'a proposé France Travail, la NPE, Pôle emploi et aujourd'hui France Travail. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est des partenariats qui sont proposés aux entreprises qui recrutent avec des agents, enfin, avec des institutions pour recruter autrement, c'est-à-dire recruter sans passer
forcément par un premier tri CV, etc. Et donc, ils vont former une main-d'œuvre. Alors, soit la former au sens de, comme les CFA, de les former, de leur donner un diplôme, soit qu'ils vont montrer à l'entreprise qui a des difficultés de recrutement que s'il y a un pool de gens qui pourraient travailler pour vous, mais ils n'ont pas le CV, ils n'ont pas le diplôme pour vous le montrer. C'est la logique de la méthode de recrutement par simulation où l'agent public, France Travail, va montrer aux entreprises si cette personne a les compétences que vous recherchez. Alors, elle appelle ça les habiletés. Par des méthodes de recrutement par simulation, en fait, dans les agences Pôle emploi, il y a des plateformes spécifiques où on met les gens en fausse situation de travail, des gens peu qualifiés, mais à qui on montre, ah ben si, vous voyez, vous êtes capable de faire ça, ça, ça et ça, et donc ils n'ont pas de qualification, surtout pas d'expérience dans telle profession, on leur montre, mais si, vous y arrivez très bien. Et surtout, on montre aux entreprises, ben si, vous voyez, cette personne, elle n'a pas le CV que vous voulez, mais par nos méthodes, on vous montre qu'elle a eu telle note sur tel ou tel type d'habileté pour faire ce travail-là. Et donc les entreprises qui jouent le jeu, après ça, les reçoivent en entretien. De nouveau, normalement, le CV n'est pas dans la discussion, et parlent de leur motivation. Et donc là, c'est une méthode proposée par France Travail, donc qui est bien sur le format standardisé. C'est surtout les grandes entreprises qui ont recours à ça, mais qui peuvent régler des problèmes de difficulté de recrutement quand en fait par le marché n'arrivent que des CV ou par le réseau des gens qui semblent ne pas avoir les bonnes catégories, les bonnes compétences, etc. Et où France Travail avec la MRS, mais vous avez des sociétés d'intérim qui font la même chose. Bon, là, on n'en avait pas rencontré, mais dans d'autres études, on sait qu'il y a aussi des sociétés d'intérim qui vont jouer à ce travail-là. Si elles ont le temps, elles vont le faire surtout où il y a de la pénurie. Parce que tant qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, on n'est pas obligé d'aller chercher de nouveaux pools de candidats. Mais dès qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, alors il faut aller chercher des gens qui n'ont pas, a priori, les catégories et qu'on ne trouve pas par le marché, par les CV, par les annonces, etc. Donc, il faut aller les chercher, les former, les vérifier qu'ils ont bien des compétences qui ne sont pas connues, pour pouvoir les envoyer vers des organisations qui vont continuer après ça le recrutement, alors qu'elles n'auraient peut-être pas proposé un entretien à ces personnes-là. Voilà, 4 figures de marché. Et ce qu'on voulait montrer de nouveau, c'est 4 types de canaux, de méthodes qui fonctionnent différemment. Donc, il n'existe pas un processus de recrutement, il en existe plusieurs, qui va dépendre de l'organisation et qui va dépendre des candidats. Les organisations n'utilisent pas à chaque fois les mêmes canaux. Elles peuvent en utiliser plusieurs, mais il y a certains qu'elles peuvent délaisser, d'autres qu'elles peuvent mal connaître. Et elles ont une raison pour faire ça. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser ça plutôt que ça. Alors souvent, c'est parce que ça a marché, mais aussi parce qu'elles cherchent tel ou tel profil. Et les gens en face ne sont pas tous valorisés de la même façon à ces différents canaux de recrutement. Donc, il existe une pluralité qui ne valorise pas les mêmes personnes et qui n'est pas utilisé par les mêmes organisations. Donc, il existe une pluralité de marché du travail aussi par son fonctionnement. Et c'est ça qu'on voulait montrer quand les entreprises font leur marché, eh bien, elles fabriquent leur marché du travail par le canal qu'elles mobilisent. C'était notre point de vue. Voilà, donc j'ai terminé avec ma présentation qui, bon, je sens bien, a utilisé beaucoup de choses, brassé, si vous m'autorisez, beaucoup de choses. Et j'espère que j'ai répondu un peu à vos attentes. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. J'ai dû parler longtemps, hein.